Monsieur, vous êtes bien Saint-Viteux Jean-Luc Léon Fernand, né à Waha en 1958 et habitant à Valcourt. Oui. Monsieur Saint-Viteux, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous estimez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Saint-Viteux, vous avez été le chef des maréchals des logis Pettens et Bouvy. Depuis quand et qu'est-ce que vous avez fait auparavant dans les services de la gendarmerie? Eh bien, je suis le chef donc du premier chef Bouvy et de M. Pettens depuis septembre 94, date à laquelle je suis arrivé donc au district de Charleroi. Antérieurement, donc, j'étais affecté au district de gendarmerie de Ciney, section opération. Et avant cela, j'avais travaillé donc 4 ans à la brigade de Grasse-Sologne. Préalablement à ce travail à la brigade de Grasse-Sologne, j'ai travaillé au groupe mobile de Votem où j'ai exercé la fonction d'instructeur pendant 3 ans et demi. Et avant cela, l'instruction normale que tu suis donc tout gendarme. Vous savez qu'il y avait pas mal d'informations qui étaient obtenues par M. Pettens et M. Bouvy, mais surtout M. Pettens. Est-ce que vous leur avez conseillé de rédiger des procès-verbaux sur l'information qu'ils avaient, eux, obtenue d'informateurs? Non, disons que les seules informations dont j'ai été tenu au courant, je vais dire, c'est le premier fax qui a été rédigé par le premier chef Bouvy en date du 7 juillet. Ce fax qu'il m'apporte, je vais dire, et qui retrace, ou qui donne des informations pouvant être utilisées par la brigade donc, de Grasse-Sologne. À ce moment-là, je ne demande pas au premier chef de rédiger un procès-verbal. Je lui demande, je vais dire, de transmettre ces informations dans un souci, disons, d'efficacité et de rapidité, étant donné qu'on est quand même dans une affaire importante et grave de disparition de mineurs, d'enlèvement de mineurs à la limite. Et je lui demande donc de transmettre le plus rapidement possible ces informations, ce premier fax à la brigade donc, de Grasse-Sologne, où je sais, et il me rappelle, qu'il y a une cellule d'enquête sous la direction d'un juge d'instruction. La deuxième reprise, je vais dire, c'est le premier maréchal des logis Pettens qui, à la demande du capitaine Ball, rédige, après avoir vu 2 informateurs dans le courant de la journée donc, du 10 août, rédige un rapport dont le capitaine Ball souhaite recevoir, je vais dire, copie en vue de devoirs ultérieurs au niveau du district et transmission à la brigade de Grasse-Sologne. Ce rapport, je vais dire, je le parcours avec le premier MDL Pettens également. Il ne fait que confirmer, apporter même d'autres renseignements et je demande au premier maréchal des logis Pettens de le remettre comme demandé au capitaine Ball. C'est exact que votre nom est apparu 2 fois. Une fois dans le fax du 7 juillet 1995, une fois sur la note du 10 août 1995. Oui. Ce sont les 2 documents auxquels vous référez maintenant, mais oui. Je me demande quand même, surtout lors de la deuxième intervention, est-ce que cela n'est jamais rentré dans votre esprit qu'il vaudrait mieux qu'un procès-verbal soit dressé même par vos hommes, et plus particulièrement M. Pettens et M. Bouvy? Ou est-ce que vous estimez que ce n'était pas du tout requis, vu le lien avec Grasse-Sologne?
Disons qu'on peut envisager deux manières de travailler. Il y a la gendarmerie, soit la voie, je vais dire, du procès-verbal, soit celle du rapport qui est transmis. Tout dépend de l'urgence. Je crois que le 7 juillet, il y a urgence, et là, j'apprécie, je vais dire, les dispositions qui sont prises par mon gradé. Et je confirme le fait de transmettre le plus rapidement ces informations. À la deuxième, occasion, je crois que le premier maréchal des Jupétaines s'est rendu près du capitaine Ball, comme on le fait, je vais dire, non pas près de cette autorité spécialement, mais près d'un officier, quand les éléments qui sont mis, à notre disposition, peuvent, je vais dire, et sont même importantes, et peuvent amener à des décisions importantes. Là, on aime toujours bien d'être conseillé et d'avoir l'appui de sa hiérarchie pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le maréchal des Jupétaines lorsqu'il a, je vais dire, eu ces informations. Il ne m'en a pas référé directement, il est allé directement près de l'officier. Je suppose qu'il a peut-être essayé de trouver l'officier qui s'occupait de la brigade à l'époque. C'était peut-être le commandant Legros, il était peut-être absent. Raison pour laquelle il a sans doute vu le capitaine Ball. Je ne sais pas vous donner de renseignements à ce sujet. Et il a pris avis de cet officier. Cet officier lui a demandé un rapport. Je n'avais donc pas, je pense, à mon niveau, je vais dire, loisir de donner d'autres conseils que ceux qui émanaient d'une autorité hiérarchique supérieure à la mienne, en tout cas. Est-ce que vous n'estimez pas que, même si vous avez opté à un certain moment pour la rapidité de l'information, oui, il n'y avait aucun obstacle pour demander quand même qu'un procès-verbal soit dressé par après? Non, c'est un fait. Je pense que toute information, je vais dire, que l'on peut détenir et qui est intéressante dans une affaire, c'est la voie, je vais dire, parfois, que l'on utilise, et même souvent, pour tenir au courant, je vais dire, le procureur du roi, voire le juge d'instruction, lorsque l'affaire, disons, est saisie, quoi. Je pense que si j'avais peut-être traité moi-même l'information, si j'avais été directement lié, je vais dire à ça, peut-être aurais-je réagi autrement, personnellement. Mais là, lorsqu'on m'apporte ce rapport et qu'on me dit le capitaine Ball souhaite recevoir ce rapport, je ne peux, je vais dire, que acquiescer. Petite dernière question, quelle fonction exercez-vous aujourd'hui dans la gendarmerie? Ma fonction actuelle, donc, je suis toujours membre de la brigade de Charleroi, mais je suis détaché en tant que commandant de brigade de AI à la brigade de Gerpine. Je commande donc cette unité en attendant qu'un commandant de brigade effectif soit désigné à cet emploi. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à M. Saint-Viteux? Collega Van Deurzen. Il y a traduction, M. Saint-Viteux. Oui, parfaitement. Ja, ik had een vraag in verband met... Je voulais vous poser une question à propos des informations qui ont été transmises le 7 juillet. Tout d'abord, il s'agit d'informations de 1993. Je ne pense pas qu'on parle de 94 dans le fax, on parle de 93, le 21 octobre 93, je pense, dans le cadre de vol. Non. C'est ça. 21 oktober 93, Je crois que vous avez dit 94. Ah, excusez-moi. 1993, hè? C'est bien ça. 1993. Is toch hier wel eens door een getuige opgemerkt dat... Un témoin a fait remarquer ici qu'il était un petit peu bizarre que cette information n'ait pas été exploitée précédemment. Sur la base d'un dossier qui se situe ailleurs, on retire ces informations pour les communiquer. Alors comment réagissez-vous à cette information? On m'apporte ce fax. Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Je n'étais pas en 93 à la brigade de Charleroi. Et là, je réponds à une question, je vais dire à brûle pour point. Donc en 93, je ne suis pas à la brigade de Charleroi. Je n'ai pas connaissance des dossiers qui y sont traités. Ils ne peuvent être connus, je pense, et logiquement, que par les personnes qui ont traité ces dossiers à l'époque. Et lorsqu'on m'amène cette information, je ne peux faire qu'une chose, c'est demander qu'on la transmette le plus rapidement possible. Maar vindt u dat normaal dat die informatie zo lang trouvez-vous normal que ces informations aient existé, mais n'aient pas fait l'objet d'une enquête complémentaire? Disons que, à partir du moment où on a, mais là je n'engage que mon avis encore une fois, à partir du moment où on a une telle information et qu'on sait qu'il y a eu un enlèvement et que cette personne, ce Dutroux, je vais dire, peut-être ou peut coller à la personne qui a effectué ça, je pense que si je détiens cette information, je n'attends certainement pas le laps de temps que vous évoquez, certainement entre le 24 juin, si j'ai bonne mémoire, et le 7 juillet.
J'essaye peut-être d'informer avant, je vais dire, mes collègues qui sont en charge du dossier que je détiens peut-être cette information. Mais ça n'engage que moi. Encore faut-il que j'aie, je vais dire, cette info. Enfin, si je l'ai, je crois que je peux réagir plus rapidement, c'est vrai. Collègue de Tserclaas. Vous avez dit que vous aviez travaillé à la brigade de... Oui. Vous connaissiez M. Gillot? J'ai connu M. Gillot, je vais dire, sur la fin, disons, de ma présence là-bas, puisqu'il était amené à remplacer, je pense, l'adjudant Bousman, qui était parti pour la BCR de Liège, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Vous n'avez pas, ayant les informations, ayant entendu connaissant l'enlèvement de Julie et Mélissa, pris contact directement avec la brigade dans laquelle vous aviez été? Je travaillais. Oui, vous avez travaillé. Mais disons que j'aurais pu prendre contact avec cette brigade ou une personne qui y travaillait pour autant que j'aille quelque chose. Non, vous ne l'avez pas fait. J'ai été contact, enfin Vous avez eu des contacts? Je n'ai pas eu de contact avec Grasse-Sologne. On est touché par la chose parce qu'on a travaillé à Grasse-Sologne, ça certainement. D'autant plus que, bon, je veux dire, dans cette affaire, malheureusement, j'ai travaillé à Grasse-Sologne, j'ai eu ce premier fax qui finalement aurait pu amener une toute autre tournure à cette affaire. Et malheureusement, j'ai dû participer, j'ai fait le constat relatif à la découverte des enfants. Donc là, on est touché. Et après le rapport du 10 août, vous-même, M. Pettens et M. Bouvy, vous avez encore été consultés dans la suite de l'opération? Vous avez été tenu au courant ou pas? Non, personnellement, je n'ai jamais été recontacté puisque je n'avais participé au devoir d'enquête ni réunion à ce sujet. Je pense que M. Pettens... J'ai croisé plusieurs fois M. Pettens dans les couloirs, effectivement, parce que c'est une personne qui, pour moi, est très compétente, qui remue beaucoup et qui s'étonnait quand même, certainement, qu'on n'arrive à rien faire, je veux dire, certainement. Je voyais bien que ça rongeait l'intéressé, ça le ronge encore maintenant, d'ailleurs. Vous n'avez pas essayé d'en savoir plus? Enfin bon, chacun a ses responsabilités. Je crois que j'aurais été prévenu directement. Parce que, je vais dire, il était convenu de toute manière, et dans le cadre de toute info qui part de chez nous, que le commandant de brigade soit avisé avant même que cette information ne quitte la brigade. C'est pour cela, d'ailleurs, que, étant là, je vais dire, parce que le commandant de brigade, M. Hainaut, n'est pas là, il est en congé, je signe le premier fax. Et la seconde fois, M. Hainaut, je pense, était en représentation syndicale, et je signe également ce fax. Mais il est en fait certain qu'ayant signé ces deux-là, M. Pettens, avec, je vais dire, sa manière de travailler, m'aurait sûrement informé de ce qu'il avait pu obtenir, certainement. Et vous trouvez normal que vous ne soyez pas tenu au courant, pas associé plus c'est vous qui aviez le contact avec les informateurs, c'était quand même important. Non, je n'avais pas contact avec les informateurs. Pas vous personnellement, je veux dire, non, parler de l'équipe. Des membres de mon personnel, effectivement. Oui, disons. On aurait pu être associés, mais bon, vous savez, on dit parfois plus il y a de monde, plus il y a d'idées, c'est un fait, mais je crois que parfois plus il y a de monde aussi, et plus c'est difficile de gérer une information. Je crois que j'ai laissé travailler M. Pettens et M. Bouvy au niveau de leurs informateurs, et j'étais, si besoin en était, je vais dire, un relais vers les échelons qui étaient concernés, et au moins la brigade de Grasse-Sologne. Et vous avez l'habitude de travailler, enfin vous, je parle de l'équipe, avec des informateurs, des informations comme celles dont vous avez eu connaissance, avec des informateurs dont on connaît plus ou moins la situation. Est-ce que, en général, vous prenez ça au sérieux? Vous allez comment est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec ce type d'informations? Il faut dire que, comme commandant de brigade ou bien faisant fonction, il est un fait qu'à mon niveau, de toute manière, on a très peu de contact avec ce genre de personnes. C'est plutôt les hommes sur le terrain qui ont ces contacts. Mais j'ai travaillé à la brigade de Grasse-Sologne de toute manière, donc je peux faire référence à cet état de choses. Il nous a été amené à plusieurs reprises de travailler avec ce genre de personnes. Leur fiabilité n'est pas toujours totale, bien loin s'en faut, mais il est en fait certain que dans le caractère d'une affaire comme celle-ci, on ne peut pas, je vais dire, refuser de vérifier le moindre détail. Donc j'estime qu'on ne peut pas ne pas porter crédit à cette personne. Quand je vois qu'on fait recours parfois avec des personnes, je vais dire, qui peuvent vous apporter d'autres renseignements, on ne peut pas faire fi de ça. On doit tout analyser et tout suivre. C'est ça. Est-ce que vous connaissiez M. Lesage? Oui, je connais M. Lesage du fait qu'il était de ma promotion au niveau des candidats sous-officiers d'élite. Donc j'ai eu des contacts avec lui pendant l'année d'études, la 3e année d'études, je pense. Il ne vous a jamais contacté, vous, pendant l'enquête? Non, je n'ai jamais été contacté par M. Lesage, non. Merci.
Y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question à M. Saint-Viteux? J'ai encore une question, M. Saint-Viteux. Vous avez dit que vous avez été concerné par la découverte des corps de Julie et Mélissa. Oui. Pouvez-vous nous expliquer plus amplement? Oui, certainement. En fait, ça se passe le 17 août, je crois que c'est un samedi. Je suis à mon domicile à ce moment-là, il est vers midi. Et le commandant de brigade m'informe que je dois revenir à la brigade parce qu'il est sur cette affaire depuis 2 ou 3 jours et il n'en peut plus, si je puis dire. Il me demande de venir pour m'occuper de tout ce qui a trait, je vais dire, à la sécurité et en fait au cordon de sécurité établi autour du site de Sarre-la-Bouissière dans le cadre des devoirs qui doivent y avoir lieu dans le courant de l'après-midi. Donc je reviens à la brigade et en compagnie du chef Hubot, nous quittons la brigade, je pense, vers 13h30 et nous sommes envoyés, je vais dire, dans un premier temps, je pense au siège de la brigade de Thoin, où toutes les forces sont rassemblées et où on attend le feu vert concernant, disons, le château qui doit venir, je pense, avec Dutroux, on le saura après, pour situer l'endroit où doivent avoir lieu les fouilles. J'arrive alors que le briefing, je vais dire, donné, si j'ai bonne mémoire, par le commandant Legros est presque terminé et je vais vers lui pour demander plus d'explications et on me confirme mon rôle quant au cordon de sécurité et au fait, disons, de ne pas laisser pénétrer sur le site d'autres personnes sur le site, disons. Donc une fois que nous sommes partis de la caserne de Thoin, nous sommes allés donc à Sarre-la-Bouissière directement. Et une fois arrivé sur place, j'ai disposé avec le commandant de brigade local les forces donc autour du site. Ceci fait, je vais dire, je constituais moi-même avec le chef Hubot une réserve et je n'avais pas de tâche à proprement parler. Est arrivé alors sur les lieux en véhicule banalisé, le nommé Dutroux, avec l'adjudant de Moulin de la BSR de Marchand-Famenne. Et je connaissais l'adjudant de Moulin puisqu'il s'agit d'un ami personnel, il habitait la même région que moi, à Marchand-Famenne, Aïe, et nous avions fait nos études ensemble. Là, je m'intéresse quand même un peu à la chose, et je vais dire, je vais près de lui, et je lui demande, tiens, quel est votre motif ici, la présence? Là, j'apprends qu'effectivement, Dutroux serait passé en partie aux aveux et viendrait situer l'endroit où, je vais dire, Julie et Mélissa se trouveraient, ainsi qu'un de ses complices, donc le nommé Weinstein. Là, je suis le premier surpris, puisqu'on ne savait pas, disons, je ne savais pas cette information. Monsieur Dutroux, enfin, le nommé Dutroux, est allé, je vais dire, dans le fond de la propriété et a indiqué l'endroit. On a planté alors un bâton, disons, sur les lieux. Et Dutroux est revenu vers la propriété à l'avant, où il était remis, disons, sous bonne garde dans le véhicule. On a alors fait appel, je veux dire, à la protection civile. Et les collègues de la protection civile, à l'aide de la grue qui se trouvait sur place et qui avait déjà apparemment été utilisée la veille, se sont dirigés vers ce trou, qui, il faut le dire, avait déjà été en partie creusé la veille parce que les chiens avaient marqué cet endroit. Et les recherches avaient été abandonnées, je pense, parce qu'on avait découvert apparemment d'autres endroits plus proches du domicile de Dutroux. Et là, bon, je m'interpelle quand même parce qu'il y a des dizaines, si pas une centaine de personnes, disons, sur la propriété autour du trou. Et je vois que, manifestement, personne n'a un carnet de renseignements à la main. Manifestement, on se demande qui va procéder au plan, aux constatations. Donc j'interpelle l'adjudant de Moulin et je lui dis, bon, avant de creuser, ne serait-il quand même pas utile, en vue d'établir le procès verbal, de commencer, je vais dire, à faire le croquis approximatif des lieux, comme il est de coutume de le faire, et certainement dans le cadre d'affaires aussi importantes. Là, il est interpellé, il se demande aussi qui est chargé de ce devoir, et il s'adresse, je pense, près du major Guissard du district de Marchand-Famenne, et il lui demande, et j'ai ainsi l'autorisation, dans un premier temps, de faire le croquis. Je demande au major Guissard s'il détient un plan, et il en a un, je vais dire, qui lui a été attribué. Il me remet ce plan qui me permettra par la suite d'établir un croquis qui ressemble quand même à quelque chose, vu qu'il y a quand même un grand espace et quelque chose d'indescriptible sur la propriété au niveau, disons, de tout ce qui s'y trouve. Et alors on commence à creuser. L'appel mécanique, à un moment donné, je vais dire, découvre les corps de Julie et Mélissa. En fait, on remonte un sac en plastique dans lequel on voit apparaître des membres. Et alors là, j'interpelle, disons, enfin, Madame le juge d'instruction d'Outreau est présente et demande, je pense qu'il est 18h30, à ce que les travaux soient momentanément interrompus pour faire venir un spécialiste du labo PJ de Mons pour, je vais dire, avoir une cassette vidéo, disons, de tout ce qui sera fait à partir de là.
Pendant ce laps de temps, je recontacte de nouveau l'adjudant de Moulins. Je lui dis, mais qui fait les constatations? Et je m'aperçois, je tombe sur la même réponse, que personne ne fait les constatations. Je suis donc chargé, à défaut d'autres personnes, par le major Guissard, de poursuivre ces constatations. Il m'est toutefois précisé qu'elles doivent être succinctes, si je puis dire, étant donné que les experts sont quand même sur place, que les juges d'instruction sont là également, et qu'un dossier photographique, de même que la vidéocaméra, permettront donc de donner par la suite, disons, des constatations exactes. Je vous ai bien compris, M. Saint-Viteux, que vous avez dit que le 17 août 1996, M. Legros était présent. À mon souvenir, oui. Et pour quelle raison? Je pense que le commandant Legros, de toute manière, au départ de tout ce qui est opérationnel au niveau du district de Charleroi, et quand ça concerne certainement la brigade, est celui que l'on contacte ou celui qui est responsable, je vais dire, ou peut-être celui qui est responsable d'une opération. En la matière, beaucoup d'hommes, je vais dire, étaient intéressés. On allait sur une brigade qui était autre que celle de Charleroi. Donc il fallait, à mon sens, un coordinateur. Je ne sais pas pour quelle raison, je vais dire, il a été désigné, ni par qui. Toujours est-il que c'est lui, je vais dire... Et qui vous a appelé pour intervenir? Au départ de mon domicile, oui. C'est le commandant de brigade de la brigade de Charleroi, l'adjudant-chef d'Audois. Oui. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut encore poser une question aux témoins? Si ce n'est pas le cas, je vous demande si vous avez à remettre des documents à la commission, M. Saint-Viteux. Non, pas particulièrement. Alors, un procès-verbal sera dressé. Vous serez invité à venir le signer dans les 2 semaines depuis aujourd'hui. Je vous remercie pour votre coopération. Nous sommes venus à la fin de l'audition publique d'aujourd'hui, mes chers collègues, mais nous restons encore ensemble pour une réunion de travail.